Ok, et maintenant revenu, donc bienvenue de nouveau. Là, on est de retour pour la deuxième partie de notre crypto rapport. Et là, rappelez-vous, dans la première partie, on s'est attardé sur tout ce qui était le Bitcoin global. On a regardé ça à travers tous les continents, donc pratiquement à travers le monde entier. Et maintenant, on va terminer cette petite partie ici. Donc, ça va être une petite demi-heure dans laquelle on va s'attarder réellement sur les news provenant des banquiers et des institutions financières et ainsi de suite. Ok, donc voilà, donc vous avez déjà vu, donc vous savez exactement où me retrouver, hein. Donc vous pouvez me retrouver sur le www.jztube.com et donc tirer solution, donc en cliquant sur la partie, donc sur le petit drapeau français que vous allez voir en haut de la page pour être dirigé à la partie francophone de la page web. Et comme vous avez vu ma petite introduction que je vous avais donnée enfin que je vous ai partagée lors de la première vidéo, ben il y avait moi avec James, et ça c'était à l'époque où James Wedenbach travaillait. Il était directeur de la maison Degussa, et c'est là où moi, comment dirais-je, j'organisais pas mal de masterclass. Donc vu que lui c'est un ancien trader, hein, donc je le rappelle, il a plus de 35 ans dans les marchés financiers, et là il travaillait dans une institution toujours financière, mais dans le cadre des investissements et préservation du patrimoine, dans tout ce qui concerne l'or et les métaux précieux et ainsi de suite. Donc là on avait pas mal de collaborations où on venait toujours, comment dirais-je, ramener des nouvelles insights et de l'éducation financière, préservation du patrimoine, investissement, ainsi de suite. Et dans ce cas-ci, c'était l'or. Donc, comment avoir réellement, être bien diversifié et avoir son portefeuille. Donc, voilà exactement. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas vu ou bien qui ne comprendraient pas et qui ne sauraient pas qui c'est, je vous invite à regarder cette vidéo ici. Elle est toujours là, disponible aussi dans le canal YouTube. Mais vous la voyez ici sur la page internet. Comme ça, vous allez voir exactement qui il est. Il se présente lui-même. Et donc voilà, donc là, nous présentons un peu ce que nous faisons. Ok, donc voilà. Maintenant, on va continuer directement dans la partie des banquiers. Donc là, ça va être une vidéo qui ne va pas être trop longue. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Numéro un, comme vous pouvez le voir ici, on dit l'ancien CEO, donc l'ancien PDG de UBS Amérique, donc États-Unis, est en train de parler par rapport aux cryptos, et il dit que les cryptos sont là pour rester. Et dans cette vidéo, il vient et il nous fait part de ses lumières à ce sujet. Continuons. On a encore un autre expert, Monsieur James Altucher. Et maintenant, que va faire ce cher monsieur ici? Pour lui, rappelez-vous, donc on avait déjà parlé, donc c'est le monsieur que vous avez ici à l'extrême gauche de l'écran. Et lui, il va lancer son propre exchange et un propre fonds aussi, non, un exchange qu'il va lancer lui-même. Et c'est une personne très très respectée dans Gauche. Donc, comme on l'appelle comment dirais-je, c'est un gourou, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit que pour lui, que la régulation, c'est quelque chose d'excellent. Pourquoi? Parce que ça va permettre comme il dit ici, hein, donc légitimiser les cryptos et qu'elles aient une meilleure acceptation, on va dire, pour le grand public, et de par cela, pouvoir avoir une utilité, une réelle utilité dans comment dirais-je, au sein de l'économie tous les jours. Ok, donc voilà en gros ses opinions. Maintenant, on va aller à BitPay, et rappelez-vous, BitPay, on a vu qu'il y avait un gros problème avec BitPay et Visa, donc on y reviendra un peu plus tard, on va voir ce qui se passe avec Visa. Mais ici, on a le CEO de Visa, pardon, le CEO de BitPay, qui est en train de parler au sujet du sell-off. Donc, ouais, toujours au sujet de ce grand crack, de cette grande correction que l'on a vu dans la cryptosphère et principalement dans le Bitcoin. Et donc là, il est en train d'en parler, et pour lui, il dit que ça a été un peu trop exagéré. Donc, on a poussé le bouchon un peu plus loin. Et donc, dans cette vidéo-ci, il s'explique. OK? Donc, voilà. Donc, maintenant, continuons. Et encore un autre personnage ici, c'est Charlie Munger, qui est le vice-président et le chairman enfin le vice-chairman de Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de Warren Buffett ici. Et lui et Monsieur Warren Buffett sont en train de parler en gros des marchés et de ce qui se passe. Et principalement, on a posé la question à Warren Buffett au sujet du Bitcoin. Rappelez-vous que la semaine passée, donc samedi dernier, lors du précédent crypto rapport, il y avait des articles qui parlaient de cela, mais vous savez que moi j'aime bien toujours avoir les vidéos et voir la personne qui est en train de s'exprimer elle-même avec ses propres mots et l'entendre. Ici, c'est une conversation téléphonique avec Monsieur Charlie Munger. Mais dans cette vidéo aussi, donc à la fin de la vidéo et dans la vidéo suivante, vous avez directement Monsieur Warren Buffett qui va lui-même en parler, expliquer avec ses propres mots pourquoi c'est une bulle et pourquoi est-ce que pour lui, les cryptos vont mal se terminer, et principalement le Bitcoin. Donc ici, vous l'avez à l'écran. Monsieur Warren Buffett qui est en train de s'exprimer là-dessus, et pour lui, comme il dit, bad ending, donc une fin terrible et atroce pour les cryptos. Ok. Maintenant, on a vu tout ce côté négatif, les cryptos en train de tomber, tout le trali, trala, ok, c'est parfait. Le drame est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Malgré cela, on est toujours en train de voir quoi? Qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont en train d'arriver. Donc, de plus en plus de personnes. Quand on parle d'investisseurs ici, donc retail invest, donc c'est les investisseurs particuliers. Donc, vous, moi, enfin, monsieur tout le monde, hein. Et maintenant, quoi?
Rappelez-vous, aux États-Unis, il y a déjà un ETF qui existe, c'est le GBTC. Donc là, on va en parler demain, dimanche, lors du Bitcoin Trading. Et maintenant, cet ETF va avoir quoi? Il va se passer quoi avec cet ETF? Il va y avoir un split. Pourquoi? L'ETF actuellement cotise un prix très haut. Donc, vous voyez, comme il s'est expliqué ici, cet ETF cotise exactement, bon, au moment où ils ont fait cette vidéo, on verra demain exactement son prix exact, vu que demain, on va couvrir le GBTC. Voilà. Au moment où cet article a été fait, il était à 1800 $. Ce qui fait que maintenant, il va y avoir un split de 91 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va diviser son prix par 91. C'est-à-dire que une action du GBTC, vu qu'un ETF cotise comme une action vaut 1800 $. Et maintenant, on va la diviser par 91. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute personne qui a une action va se retrouver avec 91 actions exactement. Pourquoi? Pour augmenter le volume et avoir un prix bien plus petit. Et cela va permettre à des personnes, à bien plus de personnes de venir opérer et pouvoir investir dans le Bitcoin de manière indirecte, vu que c'est quoi? L'ETF, c'est quoi? C'est un fonds, donc le Grayscale Bitcoin Investment Trust. Vous êtes un actif, imaginez-vous Jean. Jean veut investir dans le Bitcoin, mais pour lui, c'est trop cher de payer les 12 000 ou une fraction de Bitcoin. Pour lui, c'est trop compliqué, les wallets, ainsi de suite et tout ça. Il n'a pas envie d'y toucher. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il a investi dans ce fonds et ce fonds, avec tout l'argent qu'il a, va directement investir, va directement acheter du Bitcoin sur, on va dire, dans un exchange. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant, lorsque le prix était aux 1800 $, ça équivalait donc une action du GBTC équivalait à 0,092 Bitcoin. Donc c'était l'équivalent. Donc ouais, en payant les 1800 $, donc la valeur de l'action, ça vous donnait accès à cela. Maintenant, après le split de 91 à 1, donc ça va être équivalent à quoi? Donc on va voir exactement où est le prix. Nous basant sur le prix des 1800 $ maintenant, bah, ça équivaut donc une action du GBTC équivaut à 0,00101 Bitcoin. Ok? Et le split aura lieu le 22 janvier et à partir entre le 22 et le 22 janvier, on va voir quels sont les, comment dirais-je, on va dire les VIP, hein, donc toutes les personnes VIP au sein du fonds qui vont pouvoir avoir accès à cela. Et le 26, le split aura lieu. Donc le 26 janvier, c'est dans 6 jours exactement. Donc le split aura lieu, donc c'est vendredi prochain. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, directement, il y aura de 92 à 1. Donc voilà exactement ce qui va se passer. Maintenant, il faut vous rappeler aussi que le GBTC, on va y revenir demain. Le fait d'investir dans ce fonds, ça coûtait cher au niveau des premiums. Donc le premium, c'est quoi? Un exemple, ils ont donné un exemple parfait ici. Lorsque le Bitcoin cotisait à 10 000 $ à Coinbase, pour avoir accès à une action de cet ETF, donc allez, par rapport au donc ce qu'on nous paye, ce que l'on paye, le premium était de 50% du prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous aviez acheté une action du Bitcoin, que le Bitcoin équivaut à 0,092, ok, donc les 1800 $, l'équivalent était 0,092 Bitcoin. En investissant via le GBTC, si on fait l'équivalent en allant directement à Coinbase, en achetant le Bitcoin et en payant le premium que l'on paye pour être actionnaire du GBTC, ça nous donnerait un Bitcoin à 15 000. Donc c'est ce que payerait un investisseur directement, vous voyez, comme on le dit ici. Donc c'est un équivalent, c'est-à-dire avoir le holding du Bitcoin, payer le Bitcoin à 10 000, plus le premium pour pouvoir avoir accès au Bitcoin. Dans ce cas-ci, via le GBTC, ben, c'est un premium de 50%, donc 50% du prix du Bitcoin. Donc ça fait 5 000 $. Donc au total, via le GBTC, avoir un Bitcoin coûterait 15 000 $. Donc vous voyez que c'est excessif. Et donc là, en plus de ça, il y a des frais de gestion à payer de 2%. Donc vous voyez que c'est réellement excessif. Mais ça, comment dirais-je, ça protège les investisseurs. Pourquoi? Vu que c'est le fonds qui prend du risque et non l'investisseur. L'investisseur est investi de manière indirecte. Je sais, c'est pas la meilleure explication. C'est très compliqué de comprendre ce que sont le fonctionnement et la fonction réelle et l'utilité réelle. Et pourquoi est-ce que c'est précieux pour les investisseurs de Wall Street d'avoir des ETF et d'avoir des contrats futurs. Mais là, comme je vous dis, il faut aller bien. C'est quand même, on va dire, un niveau au-dessus. Comprendre réellement l'utilité réelle et le mécanisme et les concepts des contrats futurs et des ETF. Mais là, c'est pour la news. Donc ça, c'est ce qui arrive. Maintenant, on continue avec les banquiers et on va à la banque Banco Santander, qui est une banque espagnole. Maintenant, c'est sa branche portugaise, donc Banco Santander Tota. Et à un moment donné, comme vous voyez ici, ils empêchaient toutes les transactions relié au Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un compte à la banque, au Banco Santander Tota, et vous voulez envoyer de l'argent à Coinbase, et bien la banque mettait une halte à ça. Vous êtes dans Kraken, là-bas, la banque mettait une halte dès qu'elle voyait Coinbase ou Kraken ou quoi que ce soit, elle annulait directement la transaction. Mais maintenant, ben, ils sont revenus en arrière et ils ont, comment dirais-je, ils ont accepté toutes les transactions reliées au Bitcoin et crypto en général. On va dire vers votre compte courant en direction d'un exchange ou quoi que ce soit. Ok?
Donc voilà, donc Exchange, Wallet et tout ce que vous voulez. Maintenant, on va à BitConnect. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, vous avez tous vu la news que BitConnect a fermé ses portes. Donc, pour beaucoup, c'était une fraude. Il y a eu énormément de problèmes. Et Bitcoin a fermé, BitConnect, pardon, a fermé les portes de son exchange. Et maintenant, ben voilà, en ne donnant pratiquement pas beaucoup de clarification, de justification du pourquoi et du comment. Donc ils sont partis, on dit, ils sont sortis par la petite porte et ça a été vraiment très 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 vague. Hein. Donc vous voyez qu'il y avait énormément de problèmes par rapport à cet exchange. Voilà, c'est deux fois la même news. Donc voilà, donc ouais, ils ont fermé leurs portes, mais dans un communiqué, d'après ce que j'ai lu, ils ont dit qu'ils allaient continuer à donner des services, mais vu qu'ils étaient principalement dans les prêts, donc dans les micro-prêts, et services d'exchange et pas mal d'autres choses. Et tout ça, c'est fini, mais ils vont continuer à rester dans l'écosystème crypto, mais plus en tant qu'exchange et plus en tant que, on va dire, service de micro-prêt et ainsi de suite. Mais bon, on verra, c'est très vague, donc on verra comment cela va évoluer. Donc la news est là, BitConnect est fermé. Maintenant, continuons, on va à Coinbase. Et oui, Coinbase, c'est un super gros exchange. Maintenant, Coinbase a un gros problème, c'est quoi? Au niveau du spam. Donc, comme vous voyez ici, hein, donc le CEO a dû venir et parler. Pourquoi? Ben, au niveau du spam, de tout ce qui s'était passé. Donc, vous voyez, quand on parle de spam, ben, c'est quoi? C'est des publicités, c'est des banners qui sont en train d'apparaître et pas mal de choses. Ici, moi, réellement, lorsqu'on est en train de parler par rapport à ça, donc vous voyez que le gros, comment dirais-je ici, voilà, ils ont été fortement critiqués par rapport à quoi? À l'absence, on va dire, for the absence of regulated witness, donc le SegWit and transaction batching on its platform. Donc vous voyez que c'est ça, donc les gros problèmes reliés vraiment autour de tout ce qui se passait au niveau du les batching transactions au niveau du SegWit de X et de tous les problèmes de wallet et ainsi de suite. Et donc là, je ne comprends pas réellement pourquoi est-ce qu'on est venu leur en vouloir. Bon, je pense que ce ne sont pas les seuls à, comment dirais-je, être dans ce cas-ci. Mais ouais, que lorsque vous êtes fort populaire, beaucoup de personnes viennent. Donc, vous voyez que Coinbase est en train d'enregistrer de plus en plus d'utilisateurs dernièrement. Eh ben, dès que vous faites quelque chose, on va dire, qui ne semble pas être correct pour tout le monde, eh ben, directement, vous tombez dessus. Et donc, le CEO directement a dû commencer à venir et commencer à parler afin de commencer à s'excuser vu les critiques qu'ils ont eues ici hein, par rapport à tout ce qui était le SegWit et je vois quoi ici, les transactions sur leur plateforme. Donc là, personnellement, je ne vais pas trop toucher cette news. Pourquoi? Parce que c'est un thème que je ne maîtrise pas particulièrement profondément. Je donne la news pour la donner, mais donc là, voilà. Là, je demande l'assistance de la communauté et s'il y a des personnes qui en savent un peu plus, ben, venez nous apporter vos lumières. OK? Donc là, voilà. Maintenant, on va retourner à quelque chose d'autre. CoinGeek. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous parlais de monsieur Calvin Ayre, donc qui est un multimilliardaire qui a fait fortune dans le gaming online et il avait racheté CoinGeek. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un projet de terabytes, donc pour des blocs bien plus grands. Et là, cette initiative a été faite pour Bitcoin Cash. Rappelez-vous, il va lancer aussi son activité minière. Il va commencer à miner le Bitcoin Cash. Donc là, j'en avais parlé la semaine passée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un projet pour qu'il y ait une augmentation de la taille des blocs. Rappelez-vous, c'est un gros problème que rencontre le Bitcoin, mais maintenant lui il le veut pour le Bitcoin Cash et il vient d'investir 3,6 millions d'euros pour, comment dirais-je, développer cette technologie et améliorer la taille des blocs du Bitcoin Cash et réellement arriver au terabytes. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très grand. Et donc voilà, donc ça, c'est pour le Bitcoin Cash. Ça continue à avancer. Mais oui, c'est un nom. Ce monsieur, vous avez qu'au jour, enfin, il faut surveiller ce nom parce que vous allez continuer à en entendre parler. Maintenant, on va à Binance. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous parlais de Binance, cet exchange super grand qui avait bougé de Chine pour aller comment dirais-je, au Japon. Vous voyez que là-bas, on entendait beaucoup parler. Donc même le BNB qui est leur crypto avec leur ICO. Et maintenant, le Binance est devenu, comme on dit, le plus grand exchange de crypto au monde et en moins de 6 mois. Donc, ouais, même bien plus grand que Coinbase. Le volume est impressionnant. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est impressionnant. Il y avait des vidéos où, enfin, il y avait une vidéo la semaine passée où je vous montrais le CEO et le fondateur du Binance qui en parlait lui-même. Et donc là, voilà. Donc là, vous avez l'article en relation avec cela. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, donc allez au crypto rapport de la semaine passée, donc du 13, donc samedi 13 janvier, et vous allez pouvoir le voir. Maintenant, on va revenir à monsieur Bill, Bill, non, c'est Mike Novogratz.
Et maintenant, quoi, rappelez-vous, il voulait faire le Galaxy Funds, donc un super gros fonds avec plus de 500 millions de dollars, dont 150 millions à aller venir de sa propre poche. Mais maintenant, il a changé un peu. Maintenant, au lieu d'aller faire le big fonds comme il voulait le faire, il va faire exactement ce qu'on appelle une merchant bank. Donc, ça va être donc le Galaxy Digital LP va devenir quelque chose de bien plus gros. Et ils viennent déjà d'avoir des acquisitions. Donc, ils ont acquis des institutions qui travaillent, enfin, qui cotisent au Toronto Stock Exchange au Canada pour réellement agrandir ce qu'il est en train de faire. Et réellement, ça va être quelque chose de bien grand, ce qu'ils sont en train de faire. Et vous voyez que cette personne, donc Mike Novogratz, a énormément de, comment dirais-je, il a un gros parcours. Hein. Donc, il a commencé à Goldman Sachs, il a fait pas mal de choses, il a monté des fonds et il a vraiment fait des choses très grandes dans les investissements. C'était un global macro hedge fund manager. Et maintenant, il va réellement passer à quelque chose de très grand. Donc, ce qu'il est en train d'arriver, enfin, ce qu'il est en train d'arriver, ce qu'il est en train d'essayer de faire et ce dans quoi il va, ce qu'il va réaliser maintenant, courant 2018, ça va être quelque chose de très grand aux États-Unis. Et donc, on verra pourquoi. Pourquoi est-ce que ça va être quelque chose de grand? S'il parvient à faire ce qu'il fait, c'est un ancien de Wall Street, donc il va pouvoir avoir quoi? Des clients institutionnels. Et comme il disait lui-même, il disait qu'il y avait des centaines de milliards de dollars qui étaient en train d'attendre. Attendre quoi? Ou aller dans le stock market, ou aller dans le bond market, ou aller quelque part. Mais lui, avec l'influence qu'il a, il peut faire en sorte que tout cet argent vienne dans les cryptos et sa banque marchande. Donc on va dire quoi? Quand on parle de merchant bank, il faut comprendre que ce serait un style de banque d'investissement qui va faire, mais focalisé crypto, ICO, blockchain, ainsi de suite. Et ben voilà, il pourrait capter l'argent de tous ses clients, être là pour leur donner différents services. Il y aura des services de consulting, des services de wallet, des services de clearance, il y aura des services d'exchange et pas mal de choses. Donc ça va être quelque chose de très grand ce qu'il est en train de faire. Maintenant, d'autres institutions. Et ici, c'est quoi? Ben, Goldman Sachs. Rappelez-vous, dans la première partie, je vous parlais, il y avait un rapport qui disait que le Bitcoin is money, ainsi de suite. Et là, maintenant, ben là, je vous ai dit qu'il y avait réellement le rapport de Goldman Sachs qui parlait de ça. Et maintenant, on dit que, voilà, ici, le rapport, c'est quoi? Par rapport à la news, c'est Bitcoin est le nouvel, enfin, is the new gold. Et c'est un meilleur actif, donc un meilleur stock de valeur que le gold. Et ça, c'est d'après Goldman Sachs. Donc, ils expliquent le pourquoi et le comment. Donc, rappelez-vous, toujours la petite histoire au niveau de la monnaie, différence entre les monnaies fiat, les nouvelles monnaies digitales, donc tous ces cryptos et ainsi de suite. Et réellement l'utilité au sein du blockchain, l'utilité réellement du Bitcoin, ici comme vous voyez là le potentiel du Bitcoin, à séparer de ce qu'est le blockchain, maintenant on prend le Bitcoin lui-même en tant qu'actif, donc ou une monnaie ou un stock de valeur, et réellement ben, son potentiel, réellement ben voilà, que peut être son potentiel dans les années à venir, sachant que pour le moment ben, la market cap elle est de un demi-trilliard, pas milliard mais un demi-trilliard, donc on va dire les 500 millions, 500 milliards pardon, de dollars lorsqu'on prend la market cap de toutes les cryptos. À un moment donné on a eu un pic hein, auprès des 800, au-delà des 700 milliards, donc proche de la capitalisation de marché d'une compagnie comme Microsoft et des compagnies comme Apple. Et on espère, enfin, même pas on espère, d'après les projections, cette market cap pourrait atteindre le trilliard et même plus courant 2018 et courant 2019. Donc c'est vraiment quelque chose de très grand et le Bitcoin aurait un rôle très important à jouer dedans. Donc le rapport est très intéressant. Maintenant, on reste aux États-Unis et on reste avec les banquiers. On reste encore avec un autre ancien de Goldman Sachs. Et là, c'est le ministre des Finances, donc le Treasury Secretary des États-Unis. C'est monsieur Steve Mnuchin. Et monsieur Mnuchin ici est en train de nous parler de quoi? Ben, pour lui, il dit que le Bitcoin, comme avait déjà dit le président Obama, qui disait que le Bitcoin était comme avoir, enfin le Bitcoin était comme avoir un compte bancaire suisse, on va dire, dans son smartphone. Et pour lui, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Vu que à partir du moment où il y a de la privacité, où les transactions ne peuvent pas être tracées et, comment dirais-je, suivi et ainsi de suite, et ben, il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir un compte offshore avec votre wallet pour vous servir de compte offshore. Donc là, ben, comment est-ce qu'on fait pour avoir des taxes? Il y a des personnes qui peuvent éviter de payer des taxes, il peut y avoir des problèmes de blanchiment d'argent et ainsi de suite, c'est plein d'activités criminelles. Donc vous voyez que le débat reste toujours le même, il tourne toujours autour et donc là, il demanderait aux wallets et aux exchanges ainsi de suite d'avoir des politiques de Know Your Customer, donc le KYC et des anti-money laundering et ainsi de suite, et donc pousser les régulations plus loin. Vous voyez, tout ça, c'est toujours, ça tourne toujours autour des régulations. Maintenant, continuons, et maintenant, on va rester à la Fed, donc on va rester avec les banquiers centraux, on va à la Federal Reserve, qui est la banque centrale nord-américaine, et là, on a des gouverneurs des banques centrales qui est ici, et pour lui, il dit que le Bitcoin n'est pas une menace à la monnaie fiat, et principalement une menace au dollar américain.
Donc là, voilà, donc là c'est un des gouverneurs de la Fed, c'est monsieur Kashkari ici, qui est en train d'en parler, et pour lui il le dit. Donc comme il dit ici, on va citer ce qu'il dit, donc je vous le traduis directement. Je ne vois pas le Bitcoin comme un compétiteur crédible pour le dollar américain. Et la raison, c'est quoi? C'est il y a une barrière d'entrée dans quoi? Dans non, excusez-moi. And the reason is the barrier of entry to you creating your own coin and me creating my own virtual currency is zero. Donc comme il dit, bah voilà, si maintenant lui aussi devrait venir et commencer à créer sa propre coin et que d'autres personnes, enfin une autre personne, on va dire moi et Jean, on va créer notre propre coin et que l'on la mettre en circulation, et ben là ce serait zéro. Pourquoi? Bah zéro parce qu'on ne va pas pouvoir être en compétition avec la monnaie fiat, donc le dollar américain. Pourquoi? Qui est déjà accepté, gouvernement est derrière et bien sûr son utilité au sein de l'économie. Donc pour lui, il ne voit pas encore le Bitcoin arriver à ce niveau-là. Ok, donc voilà. Donc pour lui, le Bitcoin est bien trop petit au niveau de la market cap et de son utilité afin de pouvoir arriver au niveau, on va dire, de défier et d'être un compétiteur sérieux pour la fiat, donc que ce soit le dollar, l'euro, ce que vous voulez. Ok. Maintenant, on va à Visa. Rappelez-vous, on avait vu BitPay. La semaine passée, on a vu Wavecrest, donc la compagnie qui est située ici, hein, sur la péninsule ibérique, donc à Gibraltar, qui était la compagnie qui bossait avec Visa et qui permettait à différentes plateformes, donc BitPay et ici Wirex, que j'utilisais moi-même personnellement, de pouvoir avoir des cartes prépayées Visa et pour pouvoir passer, on va dire, nos bénéfices des wallets ou des exchanges directement, le passer directement vers des cartes. Et maintenant, bah, comme vous voyez ici, Visa, le CEO lui-même, donc le PDG dit lui-même que we won't accept Bitcoin direct. Donc ils ne vont pas accepter le Bitcoin directement. Donc il y a un gros problème. Il continue à travailler avec ces compagnies, avec la compagnie Wavecrest. Mais l'unique problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que maintenant, tout ce qui est vis-à-vis de Bitcoin et des cryptos, ils ont décidé d'arrêter. Donc c'est ça le gros problème. Donc là, il y a tout un problème par rapport à cela. Donc vous voyez qu'à un moment donné, il y a, bah voilà, ça coince, hein. Donc là, c'est principalement ici, c'est USA centric. Donc ça, c'est centré uniquement sur les États-Unis. Donc vous voyez que tout ce qui est disponible aux États-Unis, donc l'équivalent de ce que nous on a ici, hein, de Wirex, donc les 10X, Chapo, Coins, PH, Bitwala, BitPay, CryptoPay, et ainsi de suite. Tout ça ont été affectés. Et vous voyez que la compagnie qui émettait les cartes, enfin, qui était en partenariat avec Visa et qui leur permettait d'avoir des cartes, qui permettaient à toutes ces compagnies d'avoir ces cartes prépayées, c'était Wavecrest. Et Wavecrest, maintenant, sous une demande de Visa, a dû arrêter de commencer à travailler, enfin de continuer à émettre ce type de cartes. Donc là, cette affaire est à suivre. On va voir comment cela a évolué. Maintenant, on retourne un peu pour voir un peu ce qui est en train de se passer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a CoinDesk, donc vous connaissez bien CoinDesk, hein, cette page. Et maintenant, on a Monsieur Nolan Borley, donc qui lui est la directeur de recherche de cette page, est en train de parler, on va dire, parle ici des cryptos. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cryptos? Donc, cette grande baisse, mais bien sûr aussi, il est en train de parler, comment dirais-je, il est en train de donner des insights et, comment dirais-je, euh, comment investir tout simplement dans les cryptos. Voilà, donc il est en train d'en parler. Donc, il parle un peu du profil des investisseurs, donc des retail et des professionnels, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses, hein. Ah, tiens, ici encore, je vois encore une vidéo qui est intéressante. Ici, je vois M. Hoskinson, Charles Hoskinson, l'ancien cofondateur d'Ethereum qui est maintenant à la tête de, lui, c'est quoi? C'est Cardano, donc du ADA. Ici aussi, il a été aussi invité, comme je vois, sur Bloomberg. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir cette vidéo et d'y revenir parce que c'est quelque chose de très intéressant. Donc pour voir ce qu'il a à dire vu que je n'avais pas vu cette vidéo. Maintenant, continuons. Autre vidéo ici, et maintenant la technologie du Bitcoin. Donc, rappelez-vous, il y a une banque, donc le blockchain, c'est une technologie terrible, donc tout le monde en parle. Rappelez-vous, les banquiers n'aiment pas trop le Bitcoin, mais ils préfèrent le blockchain. Et ici, on a Bank, donc on voit BofA, c'est Bank of America, donc une des grosses banques, donc comme JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo et Bank of America. Et maintenant, a décidé de quoi? Ben, à commencer à remplir, à déposer des patentes. Donc, c'est-à-dire quoi? Ben, de la protection de propriété intellectuelle sur quoi? Ben, des solutions, des technologies et création de nouveaux projets en relation avec le blockchain. Et donc là, ils sont en train de le commenter ici sur le plateau de Fox Business. Donc, vous voyez que les banques ne sont pas forcément dans le Bitcoin, mais ils sont super intéressés par tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la technologie blockchain. Donc ici, encore un autre analyste de Saxo Bank et qui dit que cette année-ci, pour lui, le Bitcoin va atteindre 100 000
Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de terrible. Donc, pour lui, 100 000 dollars pour être Bitcoin cette année-ci. Et donc, il avait fait pas mal de prédictions. Donc, le Bitcoin à 5 000, le Bitcoin à 10 000, ainsi de suite, le Bitcoin à 20 000, comme on l'a vu. Et donc, voilà. Donc, là, maintenant, ben, il a encore remis une couche et il a encore refait une nouvelle analyse. Et pour lui, le Bitcoin, cette année-ci, en 2018, va atteindre les 100 000 dollars. Donc, là, c'est quelque chose de pas mal. Là, le gars, il y va fort. Donc, on verra ce qui va se passer. OK? Donc, là, vous l'avez là. Maintenant, encore une autre. Qu'est-ce qu'on a? Blockchain. Toujours blockchain, blockchain, blockchain. Et qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ici, ouais, on a vu que, comment dirais-je, on a vu que là, c'est lorsque le Bitcoin était en dessous des 10 000, et là, maintenant, il est en train d'en parler. Donc là, donc ça fait une grosse baisse, hein. Comme on a vu, c'est une baisse de plus de 50%. On en a parlé largement dans la première partie de la vidéo. Et ici, ben lui, il est en train de parler de cette correction du Bitcoin. Elle est due à quoi? Bien sûr, les problèmes en Asie, Chine, Corée du Sud, ainsi de suite. Jusqu'où ça peut descendre, comment ça va se récupérer et comment est-ce qu'on va pouvoir revenir et aller bien plus haut. Donc là, c'est le gros de sa discussion. Maintenant, on va terminer ici avec les 5 derniers articles qui nous restent. On va aller en Russie. Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé de la banque Sberbank, donc qui est la plus grande banque en Russie. Cette banque, pourquoi est-ce que je n'avais parlé? Donc si vous, en courant 2017, donc automne 2017, je vous parlais de cette banque parce que cette banque avait acheté toutes les cartes graphiques qui étaient disponibles sur le marché. Et donc, il y avait plus de cartes graphiques disponibles parce que cette banque les avait toutes achetées. Et lorsqu'on demandait à cette banque exactement pourquoi est-ce qu'elle avait acheté tout ça, elle disait que c'était pour son laboratoire et qu'elle voulait voir un peu l'activité minière et ainsi de suite et s'intéresser aux cryptos, mais pas pour en faire son propre business. Et maintenant, ben voilà que comme je vous le disais déjà à cette époque-là, donc regardez les vidéos que j'ai en archive, hein. Il suffit dès que vous voyez une vidéo, regardez directement ce qu'il y a dans la description de vidéo. Il y a toujours tous les liens de tous les articles. Et dès que vous voyez Sberbank, donc regardez toujours côté européen, russe ou dans la partie banque centrale, dès que vous voyez Sberbank, bah, ça va vous tilter. Cette banque avait déjà acheté toutes les cartes graphiques. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous voyez ici à l'écran, on vous dit quoi? Qu'elle va lancer son propre laboratoire blockchain. Mais blockchain, c'est vague. Blockchain a plein d'applications. Et une des applications blockchain peut être minée. Donc rappelez-vous, si tu achètes toutes les cartes graphiques, c'est bien pour de l'activité minière, mais après, tu en fais quoi? Et maintenant, tu lances un laboratoire blockchain. Donc allons voir ce que cela va donner. Mais vous voyez que il ne faut pas toujours croire ce que... ouais, moi, je ne crois pas à ce que les gens ils disent. Je regarde les faits. Si moi j'achète pour 1 million ou j'achète toutes les cartes graphiques disponibles sur le marché, c'est pas pour décorer. Donc c'est bien pour en faire quelque chose. Recherche et développement, oui. Mais qui dit banque, les banques sont là aussi pour faire des profits. Donc si je suis une banque et que je viens et que j'achète pas mal de choses, il faut bien que j'ai un retour. Donc moi, je vais pouvoir commencer à faire quoi? Ben, imaginez-vous maintenant, vous voyez que monsieur Poutine voulait avoir leur crypto-rouble et ainsi de suite et que ça c'est la plus grosse banque. Vous voyez, il faut apprendre à connecter les choses. Ben, pourquoi pas lorsqu'on a un laboratoire blockchain et qu'on a du matériel pour miner, ben, pourquoi pas commencer à miner quelque chose. Donc là, on verra exactement ça va donner quoi. Mais vous voyez que 6 mois après, enfin 3 4 mois après, maintenant ils disent qu'ils vont lancer un laboratoire minier. Et si vous retournez un peu dans le passé, vous allez voir que c'était eux qui avaient acheté toutes les cartes graphiques et qu'il n'y en avait plus dans certaines régions de Russie à cause d'eux. Maintenant, on reste dans les grandes banques. Là, on va à la banque Mitsubishi, qui est la plus grosse banque au Japon. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont lancer leur propre crypto, leur exchange crypto-monnaie. Donc ça va être quelque chose de très grand. Donc Mitsubishi Financial Group. Donc ça, c'est pas une petite banque, comme dit, c'est la plus grosse banque d'investissement là-bas au Japon. Et maintenant, ils vont se lancer dans quoi? Dans les exchanges. Donc vous voyez que c'est quelque chose de grand. Pas Bitcoin, crypto. Donc c'est-à-dire, ils vont faire, peu importe la crypto qu'il y a, et ils vont être là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clients institutionnels, hedge funds, tout ce que vous voulez, et même eux, s'ils ont un crypto exchange, rappelez-vous, Wall Street, c'est international. Wall Street, ce n'est pas que New York, c'est la City, c'est Singapour, c'est toutes ces grandes places boursières, Francfort, Paris, ainsi de suite, Madrid, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que des clients institutionnels vont pouvoir bouger. Au lieu d'aller à Coinbase, de les ci, ça, bah, ils vont commencer à travailler entre eux, donc faire des swaps, faire pas mal de choses, créer des produits, des dérivés, tout ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc en gros, quand on voyait des grandes institutions comme ça qui se lancent dans ce type d'activité, c'est pour des clients institutionnels et ils le contrôlent déjà. Les banques, elles émettent des crédits. Les banques peuvent prendre du levier et pourquoi pas bah, continuer à opérer avec nous sur n'importe quelle crypto. Enfin, sur n'importe quelle crypto, donc sur toutes les cryptos que l'on a disponibles. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Maintenant, on va rester dans l'aparté banquier.
et dans la partie dérivés. Et ici, un produit que j'utilise moi personnellement, les CFDs, donc les Contract for Difference. Et ça, c'est un article de l'Expansion Espagne. Donc ça, c'est mon groupe d'analystes ici. Donc ça, c'est David qui m'avait ramené cela. Et enfin, David l'espagnol, pas l'autre David que l'on a qui est à la City of London, mais ça, c'est David d'ici de Madrid. Et lui, maintenant, ben voilà, il est en train de parler de ça. Il me dit, ben, tiens, toi qui opère qui opère beaucoup avec les CFDs, donc avec les dérivés des cryptos, ben voilà ce qu'il y a. Et maintenant, vous voyez, de l'autorité des marchés financiers européens, donc la ESMA, est en train d'étudier un plan pour mettre fin aussi donc au contrat, donc au CFD sur crypto. Donc CFD sur Monero, Dash, Litecoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a encore? IOTA. Par moment on avait Neo nous l'a enlevé, et il y avait encore deux autres cryptos qu'on a bouge que ça va et vient, mais principalement on a 5-6 cryptos qui sont quand même fixes, et maintenant ben, on veut nous enlever cela. Pourquoi? Ben les pertes, le manque d'expérience lorsqu'on est en train d'opérer avec des dérivés. Donc on a accès à du levier, donc le levier est super important. Et rappelez-vous, bon, pour ceux qui avaient enfin, les vidéos modules, hein, vous savez exactement c'est quoi les 90, 90, 90, et ben cela a augmenté. Déjà avec le Forex et les actions donc, traditionnelles, il y avait déjà des pertes. Et donc 90% des personnes perdent. Maintenant avec les cryptos, exchange, c'est pareil. Mais maintenant avec les cryptos, exchange plus dérivés, c'est encore pire. Donc le taux de perte est bien grand. Et ça, ce sont des rapports officiels. Donc vous voyez qu'il y a une chose, c'est les pubs que l'on voit sur Internet, mais les rapports officiels nous disent autre chose. Les investisseurs particuliers sont en train de perdre. Et donc là, on étudie sérieusement le fait d'avoir un ban, donc de bannir, d'enlever complètement les dérivés sur crypto. Donc ouais, voilà, donc là, moi, je vais être, comment dirais-je, touché directement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais suivre personnellement de très, 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 très près. Maintenant, on retourne à New York. On retourne à Wall Street et on va au New York Stock Exchange. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a au New York Stock Exchange? Le New York Stock Exchange, rappelez-vous, il y a des pages qui vont lancer leur propre data feed. Donc, c'est quoi un data feed? Un data feed, un exemple, CoinMarketCap, CryptoCompare, vous voyez, toutes ces pages, vous voyez, qui vous donnent des news au sujet, enfin, qui nous font les moyennes de prix des cryptos et ainsi de suite. Maintenant, Wall Street veut avoir son propre data feed. Pourquoi? Comme vous voyez ici, pour ses clients institutionnels. Clients institutionnels, c'est quoi? Mutual funds, pension funds, asset management, private banking, hedge funds et ainsi de suite. Donc, pour eux directement. Et les large investors, donc les investisseurs accrédités. Voilà exactement ce qu'ils veulent. Donc, il y aura des pages. Donc, ça, c'est un service en plus. Vous voyez qu'on a les CoinMarketCap et ainsi de suite et tout ça. Mais maintenant, il y aura un service clé. Donc, newsfeed, data feed et ainsi de suite. Mais que pour les clients institutionnels. Et ça va arriver à Wall Street. Et maintenant, on reste à Wall Street. Et rappelez-vous, là, je vous en avais parlé dans la première partie de vidéo. Il y a en deux parties ici, enfin dans la deuxième partie ici, je vous parle des contrats futurs. Donc je l'avais dit que, comme on dit ici, les bears, donc dire les vendeurs, ceux qui veulent vendre à découvert, ont gagné la partie. Pourquoi? Le Bitcoin, je rappelle-vous, il était à 20 000 et de 20 000, il est arrivé à 10 000. Donc là, c'est quoi? Ceux qui ont mis de la pression pour vendre à découvert ont gagné. Donc le premier settlement du contrat futur du Bitcoin, c'était le 18. Hein, donc il y en avait un le 11 janvier et un autre le 18 janvier. Donc là, c'est de manière mensuelle. Et le premier round a été remporté par les bears, donc par ceux qui étaient là pour vendre. Donc la pression des vendeurs a gagné. Je sais ici, comme je dis, je ne vais pas commencer à rentrer dans des détails techniques parce que ça va faire une vidéo de 50 heures. C'est très technique. Beaucoup de personnes, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui me laissaient des messages dans la section commentaires qui ne comprenaient pas comment est-ce qu'avec des actifs dérivés, on pouvait mettre de la pression sur le sous-jacent. Et là, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Et là, je vous le dis, ça a à savoir avec l'éducation financière. Et là, je vais vous répéter, donc je vais vous bassiner avec ça et je vais le marteler tout le temps. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent vous ne comprenez pas les mécanismes et les concepts de la bourse classique, vous n'allez pas comprendre ceci. Comme vous le voyez, le trading, je le dis tout le temps, le trading existait avant les cryptos et maintenant les cryptos sont un actif. Le dernier arrivé, donc c'est le petit Benjamin qui vient de rentrer dans l'univers et dans cette sphère, dans le monde du trading. Donc maintenant, ceux de Wall Street, comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'ils opèrent, je le dis et je le répète encore, ils ont tout un tas de dérivés. Donc, comme vous avez vu avec James, donc, qui était un ancien trader qui a tradé à Wall Street, lui-même opérait sur des dérivés. Il opérait sur des bons et sur des FX. Ah, il avait des options de euro-dollar. Lui, il opérait encore à la période du mark, donc quand il n'y avait pas encore l'euro.
Donc, il était déjà là, lui, en train d'opérer sur le Bunds, sur le Mark et sur les différents bons d'État, et ainsi de suite, à cette période-là. Et il opérait déjà avec des options et avec des futurs et avec des forwards et tout un tas de dérivés pareils. Okay. Et c'est une personne qui a géré des milliards. Donc, quand je dis milliards, c'est milliards en euros. Il avait des books, comme il dit, il avait des books de 2-3 milliards que lui, à lui tout seul, il est en train de gérer. Donc, ça, c'est des choses énormes. Okay. Donc, ça que je dis que si vous ne comprenez pas ce type de mécanisme, pour le moment, on ne l'a vu qu'avec le Bitcoin. Voilà ce que ça fait sur le Bitcoin. Mais imaginez-vous quand il y aura ça sur plein d'autres cryptos. Donc ça va être quelque chose de terrible et ça c'est la manière d'opérer des personnes de Wall Street. Vous avez vu un peu plus tôt, on a parlé du GBTC qui va donc un ETF dans lequel sont investis beaucoup de gens. Rappelez-vous, l'année passée, donc au courant, je pense que c'était en automne, hein, septembre, août par là, je vous avais donné une news qui montrait que les Rothschild étaient investis dans le GBTC pour rentrer dans la sphère Bitcoin, mais de manière indirecte, ils passaient par le GBTC. Donc ça, ce sont des outils qui nous permettent d'acheter et de vendre. Donc, on a les ETF, les contrats futurs et les CFDs. Et parfois, on a des CFDs sur les ETF et sur les futurs. Donc, on a une pléiade une ribambelle de produits dérivés qui nous permettent de tirer avantage des fluctuations du prix du Bitcoin, surtout lorsqu'on voit une volatilité terrible comme elle est là. Comme vous avez vu dans la réunion de vendredi, j'expliquais à mes partenaires mon short du Bitcoin de 12 000 à 10 000. Donc, vous voyez qu'un mouvement de 2000 $ exactement, voilà, j'aurais décortiqué ce mouvement en long et en large. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'avantage lorsqu'on est avec ce type de produit, mais ça coûte cher. Sachez-le et je vous le répète. On a des spreads de 100 $. Maintenant, le spread est de 200 $. Donc, ça coûte cher. Les swaps, les contrats coûtent cher. Et donc ça, il faut le savoir, c'est très coûteux et donc c'est très coûteux et c'est très risqué. Donc ouais, il faut savoir ce que l'on fait si on veut aller de l'avant et aller vers ce type de, comment dirais-je, opérer avec ce type d'instrument. Ok? Parce que c'est très volatile, c'est très coûteux et il faut savoir, là je vous le répète, il faut connaître le mécanisme et les concepts de ce type de marché. Ok? Donc voilà, là on a fini le côté banquier. Donc là je reviens. Si vous voulez avoir des news, enfin même pas des news, vous aussi apprendre à opérer de cette manière-là et aller de l'avant, une adresse, le www.jctum.com, vous venez ici, vous rentrez dans la page, vous cliquez sur le drapeau français, vous êtes redirigé à la partie francophone de la page et là directement, vous avez directement plein de solutions qui vont vous pouvoir vous aider à vous développer, à vous améliorer. En cliquant ici, directement, vous allez avoir le PDF du programme, comment dirais-je, du programme des vidéos modules. Vous avez les vidéos modules pour moins de 50 euros. Vous avez les Global Crypto Research, donc trimestriel à l'unité, ici pour moins de 12 euros. Souscription annuelle pour moins de 40 euros, donc pour 4 rapports, les PDF et des vidéos. Le premier est déjà fait, donc 85 pages de PDF plus de 8 heures de vidéo. Vous avez les consulting one-on-one, donc là, comme vous voyez, donc là, être directement avec moi pour pouvoir apprendre à l'année une séance de consulting, on va dire hebdo. Et le CryptoTech Portfolio, donc là aussi je viens et je vous aide à gérer le risque d'un portefeuille spéculatif avec des dérivés. Donc là, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'il y a. Donc en cliquant là-dessus, donc vous savez exactement ce qui va, enfin, ce que vous allez avoir. Vous allez directement être dirigé vers la partie de paiement. Donc ici, et là, ici, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. Donc là, je vous conseille toujours de commencer par l'éducation financière. Vous voyez que là, j'ai vraiment pensé à tous les novices. Le prix, c'est pas énorme le prix, donc pour moins de 50 euros, mais vous avez tous les bonus qui sont rajoutés. Il y a plus de 3000 minutes, donc c'est-à-dire plus de 60 heures de vidéos. Il y a plus de, je crois qu'on a 40 vidéos maintenant, 38-40 vidéos. Et j'en rajoute encore, je suis en train d'en préparer en ce moment même. Donc dès que vous avez cela, vous cliquez, vous êtes redirigé vers la plateforme de PayPal pour les paiements sécurisés. Et vous mettez vos informations. Tout ce que je vous demande, moi, c'est un numéro de téléphone portable. Et bien sûr, quoi? Une adresse email, de préférence adresse email que vous utilisez pour Google, pour YouTube, donc @gmail.com. Pourquoi? Parce qu'il y a des documents Google Docs qui vont vous être partagés, des PDF et avoir les actualisations et l'accès aux playlists privées sur YouTube. Ok? Et dès que c'est fait, voilà. Vous êtes bon pour commencer et aller de l'avant et vous instruire et grandir. Donc, faire grandir réellement vos raisonnements et votre éducation financière et réellement savoir comment le tout fonctionne. OK? Donc, voilà, encore une fois, un grand merci. Là, c'était la deuxième partie du crypto rapport. Donc, ça, c'est le spécial banquier d'investissement. Donc, vous allez avoir les deux vidéos directement, partie 1 et la partie 2. Et demain, dimanche, on va se retrouver pour faire le Bitcoin Trading Time comme d'habitude. OK? Donc, demain, dimanche, on se retrouve. Allez, passez une bonne soirée, donc un bon samedi soir, bonne fin de week-end et on se retrouve demain dimanche. Allez, bye bye.